J'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour un nouvel Hebdo de Rafo. Alors ensemble, on va parler de deux sujets importants cette semaine. D'abord, on va parler de ce qui se passe ici au Parlement européen en ce moment. On est en pleine audition des commissaires désignés pour participer à la Commission européenne. Je vais vous en parler, il y a pas mal de drama. Et puis on va parler aussi de ce qui va se passer dans les prochaines semaines, notamment en plein mois de décembre, à savoir la mobilisation sociale à la SNCF. On se retrouve dans mon bureau pour en parler. Alors comme je vous le disais à l'instant dans le couloir, on est en pleine semaine des auditions des commissaires désignés pour la Commission européenne. Alors ça n'a pas commencé cette semaine, déjà la semaine dernière on en a eu quelques-uns, mais avant tout, avant de vous en parler, de vous parler des gros dramas, peut-être vous expliquer comment est-ce qu'elle se compose cette Commission européenne. La Commission européenne, elle est dirigée, elle est présidée par Ursula von der Leyen, qui a été élue par le Parlement européen à la suite des élections européennes. Personnellement, j'ai décidé de voter contre Ursula von der Leyen, mais elle a été élue par la majorité des parlementaires européens. Ensuite, dans cette Commission européenne, il y a un commissaire ou une commissaire par pays, désigné par les chefs d'État. Nous, par exemple, en France, c'est Stéphane Séjourné qui a été désigné par Emmanuel Macron après, vous vous en souvenez peut-être, une petite capitulation du chef de l'État quand Ursula von der Leyen a dit ne plus vraiment vouloir de Thierry Breton à la table de la Commission. Bref, un chef d'État, ça veut dire un commissaire désigné. Pour l'Italie, Giorgia Meloni, chef d'État d'extrême droite, le choix a été celui de Raffaele Fitto. Jusque-là, dans l'absolu, pas de scandale. Et le scandale, c'est le choix politique fait par la droite européenne, fait par Ursula von der Leyen, de faire de Raffaele Fitto le vice-président exécutif de la Commission européenne. Vous le comprenez, pour nous qui croyons profondément au Front républicain et ce qu'on appelle ici au Parlement le cordon sanitaire vis-à-vis de l'extrême droite, ce choix, il est inacceptable. C'est ni une rouge. Cette rupture, on va dire ce Front républicain, il a déjà été cassé à plusieurs reprises quand on parle d'écologie, et en particulier en novembre 2023, quand on a eu le débat sur un texte important concernant les pesticides. À ce moment-là, on a voulu, avec beaucoup de groupes ici au Parlement européen, essayer de construire quelque chose d'ambitieux pour l'Europe. Et malheureusement, ce texte, cette stratégie ambitieuse, elle a été mise en échec par la droite qui s'alliait à ce moment-là avec l'extrême droite. C'était un peu un premier test et un premier moment où on a pu voir ce glissement de la droite européenne. Le 19 septembre dernier, on a eu aussi un exemple extrêmement criant de ce glissement vers l'extrême droite de la droite européenne. Un texte qui a été écrit en commun par la droite et l'extrême droite sur le Venezuela. Et quand je vous parle là de l'extrême droite européenne, je vous parle des néo-franquistes de Vox, des personnes qui ont écrit ce texte avec la droite européenne, le PPE espagnol par exemple. Sur le budget aussi, on a eu des vrais moments de débat importants, mais aussi, il faut le dire, violents. Le 23 septembre dernier, on a eu l'AfD, donc ce parti nostalgique du nazisme en Allemagne, qui a proposé un amendement qui parlait de mettre des murs aux frontières de l'Europe. Ça vous rappelle évidemment des propositions qui ont été faites par d'autres outre-Atlantique. Ce texte-là, eh bien, il a été voté par la droite. Eh bien, moi, je vous le dis, je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il se passe, c'est très grave. Comment la CDU, le parti de droite allemand, peut aujourd'hui justifier ces votes-là? Ce que je vois, c'est que le président du groupe de droite, Manfred Weber, ça fait déjà quelques temps qu'en réalité, il est fasciné par l'extrême droite. Il parle même lui-même, finalement, de Giorgia Meloni dans des termes extrêmement sympathiques. Et nous, on doit être extrêmement ferme par rapport à tout ça. Quand François-Xavier Bellamy parle du Front républicain ou du cordon sanitaire que nous portons comme un chantage qui serait fait aux parlementaires, c'est très grave. Il faut mettre la droite face à ses responsabilités. Aujourd'hui, quand ils se positionnent en faveur d'une alliance avec l'extrême droite, la réalité c'est qu'ils trahissent leurs électeurs. Quand en Allemagne, quand en Pologne, des parlementaires qui ont été élus face à l'extrême droite tentent cette alliance avec l'extrême droite, eh bien il faut dire que ce n'est pas possible. Il va falloir les rappeler à l'ordre. Ils sont particulièrement violents dans cette séquence des auditions avec la gauche. On a 4 commissaires européens désignés avec le groupe SND. 4, vous allez me dire, c'est pas beaucoup, et vous avez raison, mais on en a 4, et dans ces 4 auditions, la droite et l'extrême droite n'agit que avec violence en insultant notamment les commissaires désignés. Juste hier,
Ça a atteint son paroxysme quand on a eu la droite qui a insinué que Teresa Ribera, notre vice-présidente exécutive désignée par le gouvernement espagnol, a été accusée par la droite espagnole d'être responsable des morts à Valence. Tout cela, ça ne peut pas durer. Et donc avec le groupe socialiste, on a aujourd'hui eu une réunion importante, dans laquelle on a affirmé à l'unanimité que nous n'acceptions pas ces comportements de la part de la droite. Nous sommes à un moment charnière, où il faut choisir entre la clarté de nos positions ou la compromission avec l'extrême droite. Eh bien, avec le groupe socialiste et démocrate, nous avons choisi la clarté, nous avons choisi de garder, de conserver toutes nos lignes rouges. Alors, Iratxe, notre présidente, elle a été désignée pour porter notre position auprès des autres composantes du Parlement européen. On va voir dans les prochains jours comment cela va se passer, mais en tout cas, comptez sur nous pour porter cette voix au Parlement. Autre sujet que je voulais aborder avec vous, ce qui va se passer le 11 décembre. Le 11 décembre, ça va être une grande journée de mobilisation sociale à la SNCF. Mais pourquoi est-ce qu'ils se mobilisent, les cheminots, les cheminotes de la SNCF? Eh bien, ils se mobilisent pour sauver notre fret ferroviaire. Pourquoi est-ce qu'il faut le sauver? Déjà parce qu'évidemment il y a un intérêt stratégique important, mais aussi un intérêt pour le futur de l'écologie en France, en Europe. Moi je voulais vous en parler parce que quand ça va arriver, la nouvelle grève, le 11 décembre, eh bien on va nous ressortir toujours les mêmes formules, toujours les mêmes phrases pour accuser les grévistes de tous les maux. On va vous dire, regardez, on vous prend en otage, vous allez les voir, ces petits micro-trottoirs sur toutes les chaînes de télé qui vont demander aux gens comment est-ce que c'est super dur de passer plusieurs heures loin de chez soi et pas de rentrer tout de suite pour les fêtes. Et moi je vais vous dire, c'est vrai que parfois les grèves c'est dur, mais les grèves surtout c'est utile et c'est des moments de mobilisation qui sont importants aux côtés des syndicats. Pourquoi est-ce que moi je soutiens les syndicats de la SNCF pendant cette mobilisation qui arrive? Je les soutiens parce que la réalité, c'est qu'ils se dressent contre toute une logique politique qui, depuis 2004, au nom de la concurrence libre et non faussée, veut attaquer le fret, veut attaquer aujourd'hui la SNCF telle qu'elle existe et telle qu'elle doit surtout exister et se développer. En 2004, il y a eu quelque chose qui s'est appelé le paquet ferroviaire. Le paquet ferroviaire, qu'est-ce que ça a été? Eh bien écoutez, je vais vous le faire en 2 points. L'ouverture à la concurrence de la SNCF et de tous les réseaux ferrés, notamment du fret, dans l'Union européenne, mais aussi, et du coup on va dire par conséquence, l'interdiction pour les États de soutenir leur société nationale de fret. Cette situation, qu'est-ce qu'elle a créé? Eh bien évidemment que toutes nos sociétés nationales de ferroviaire et de fret ont été mises en grande difficulté. La Commission européenne a lancé une enquête dans laquelle a été montré que l'État français avait aidé à hauteur de 5,3 milliards d'euros entre 2007 et 2019 le fret ferroviaire SNCF. Évidemment, cette situation, elle plaît pas tout à fait à la Commission européenne parce que, vous l'avez compris, ça va à l'encontre de ces règles sacro-saintes de la concurrence libre et non faussée. Pour éviter qu'il y ait un remboursement de ces aides, ce qui s'est passé, c'est que une grande négociation a commencé entre la Commission européenne et le gouvernement français. À l'époque, qui nous a représentés dans cette négociation? Manque de peau, Clément Beaune. Et Clément Beaune, on le connaît bien, c'est quelqu'un qui ne fait pas toujours preuve de beaucoup de courage. Et là, en l'occurrence, dans cette séquence, il a fait preuve de beaucoup de lâcheté. Il a décidé de créer ce qu'il a appelé un plan de discontinuité. Ce qu'il y a dans ce plan de discontinuité, en plus de la fermeture de fret SNCF et l'ouverture de d'autres entreprises, eh bien ce qu'il y a, c'est notamment la cession de ligne. On parle quand même de 30% de l'activité de fret SNCF. On parle aussi évidemment de suppression d'emplois, 10% d'emplois supprimés à fret SNCF, mais on parle aussi de liquidation, de restructuration et en l'occurrence de la création de 2 nouvelles entreprises, Hexafret et Technis, donc pour la question du fret, et ensuite de la maintenance des trains, des lignes, des locomotives. Toute cette situation, c'est évidemment un scandale d'abord écologique, mais aussi un scandale social. Pourquoi est-ce que c'est un scandale écologique? Eh bien parce que quand on casse le train, quand on casse le fret, la réalité c'est que d'autres alternatives se créent. Des alternatives qu'on n'a pas envie de soutenir, qu'on n'a pas envie de voir se développer. En l'occurrence, quand il n'y a plus de transport de marchandises par train, eh bien ça devient du transport de marchandises par la route. Et j'ai pas besoin de vous faire de dessin, que ce soit pour la santé ou pour notre environnement, le train, c'est évidemment une meilleure solution que la route.
Ensuite, c'est aussi un scandale social, parce que derrière tout ce truc de la rentabilité, évidemment, se cache aussi une maltraitance des salariés. Dès qu'on passe, on va dire, d'un système national à des entreprises qui n'ont que la rentabilité comme objectif, ce qu'il se passe, c'est qu'on a des emplois qui se perdent, mais aussi des conditions de travail au quotidien qui deviennent bien plus difficiles. Et moi, je ne veux pas que le fret SNCF poursuive sur le même destin, sur le même chemin que celui que France Télécom il y a quelques années. Comment se cacher derrière la question de la rentabilité pour le fret, alors bien qu'il s'agit d'un enjeu stratégique pour demain? La question sociale, la question écologique, la question industrielle, c'est pas que un enjeu de rentabilité immédiate, c'est un enjeu d'investissement pour demain. Et moi je le dis, oui, ça coûte cher d'investir dans le ferroviaire, mais ça vaut le coup et c'est important à la fois pour notre génération, mais aussi pour toutes les générations futures. Et là, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que nous on propose avec les socialistes? Qu'est-ce qu'on propose aussi, évidemment, en lien et en accompagnant les syndicats? Déjà, on propose la planification écologique. Assumer cette planification-là avec un vrai plan train. C'est ce qu'on a pu proposer dans le cadre de la campagne des élections européennes et on va continuer à le répéter ici, même si vous l'avez compris, parfois c'est un peu compliqué de se faire entendre face à la Commission européenne. Pour cette planification écologique, pour ce plan train, on a besoin de 3 choses importantes. D'abord, on a besoin de réviser toutes les règles de concurrence qui aujourd'hui, en réalité, cassent nos services publics, qui cassent le fret SNCF. Je ne vais pas vous refaire tout le résumé que je vous ai exposé dans la première partie. Ensuite, on a besoin d'investir massivement dans le fret SNCF, investir dans toutes ces lignes qu'aujourd'hui on doit développer pour permettre réellement aux entreprises de transporter leurs marchandises par le train plutôt que par la route. Et vous savez quoi? Je pense sincèrement que c'est ce qui peut se passer de mieux dans le futur. Aujourd'hui, il y a 2 moyens de transport pour les marchandises qui sont les plus responsables écologiquement. Il y a le transport par le train, il y a le transport maritime et fluvial. Il existe aujourd'hui en France des endroits comme par exemple le port de Dunkerque où on arrive à créer des hubs multimodaux où le train et la mer, le fleuve se rencontrent. On a besoin d'en créer davantage. C'est pas penser une solution du passé, c'est bien au contraire penser une solution du futur. Et enfin, il faut qu'on arrive à créer aussi de nouvelles lignes. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, quand on pense à certaines métropoles, par exemple, c'est qu'on a des trains de fret, des trains de marchandises, qui arrivent à être en concurrence avec des trains de passagers. Mais cette situation-là, elle n'est pas fatale. On peut arriver à d'autres choses. Et donc pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut construire d'autres lignes, développer d'autres lignes, notamment en évitant les zones de métropole, parce que la réalité, c'est qu'il faut développer les deux. Et le transport de marchandises et le transport de passagers. Le train, c'est l'avenir, il faut investir massivement. Et donc vous allez me dire, comment est-ce qu'on finance tout ça? Et vous avez raison, parce que c'est une vraie bonne question. Aujourd'hui, ce qui existe, c'est des niches fiscales extrêmement importantes pour notamment le transport routier, mais aussi pour par exemple le kérosène pour les avions. Aujourd'hui, il faut qu'on arrive à taxer davantage tous ces moyens de transport polluants utilisés par les entreprises. Si on arrive à rediriger aujourd'hui toutes ces niches fiscales vers de l'investissement, vers le transport, notamment ferroviaire, je pense très sincèrement qu'on aura les moyens de nos ambitions et des investissements qu'il faudra faire à l'avenir. Alors voilà pour les 2 sujets de la semaine, les 2 actus, à la fois le fret ferroviaire mais aussi la Commission européenne. Je vous propose qu'on se retrouve dans un autre hebdo de Rafo rapidement, la semaine prochaine comme le nom l'indique. On parlera à ce moment-là notamment du Mercosur et sans doute d'autres actualités. En tout cas, on se retrouve très vite, à bientôt.